je l'ai précisé en liminaire de mon propos, la situation sécuritaire de notre pays est caractérisée par l'occupation d'une partie des territoires de Rutshuru, de Nirangogo et de Massissi. Cette agression a déjà coûté la vie à bon nombre de nos compatriotes, lâchement massacrés à Kishiché, Kizimba, Bambou, Bukombo, Tongo, Karake et mis en errance à plus de 2 400 000 déplacés internes, dont 1 600 000 de la ville de Goma. En outre, ces actes criminels perpétrés par la coalition RDF-M23 ont occasionné la destruction de nombreuses infrastructures sanitaires, scolaires, religieuses dans la zone occupée, ainsi que la dévastation du parc national de Virunga, patrimoine mondial de l'humanité. À cette guerre injustement imposée au peuple congolais s'ajoute l'activisme des forces négatives, ainsi que d'autres groupes terroristes locaux et étrangers. On peut notamment relever l'activisme accru des terroristes de EDF qui, au moyen du djihad, poursuivent l'ambition saugrenue d'implanter un califat islamique dans le territoire de Béni et dans le sud de la province de l'Itourie. Il y a également lieu de citer le groupe armé Red Tabara et certains groupes armés locaux, particulièrement dans les provinces de l'Itourie, du Sud Kivu, du Maniema et du Tanganyika, qui n'ont fait qu'exacerber l'insécurité et compromettre la cohabitation pacifique de nos populations. Face à ce tableau sombre et préoccupant, je voudrais rassurer les compatriotes vivant dans ces provinces du pays de la prise par le gouvernement de mesures idoines et appropriées pour répondre avec fermeté à ces fléaux. Parmi ces mesures, il convient de signaler l'adoption par le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de défense de l'ordonnance de loi numéro 22/019 du 28 juillet 2022 portant programmation militaire 2022-2025 et la loi numéro 23/014 du 22 mai 2023 qui institue la réserve armée de la défense. Cette grande réforme qui manquait à notre pays depuis des décennies est destinée à structurer, mieux à systématiser et stabiliser la capacité de riposte et de dissuasion de nos forces de défense sur le moyen et le long terme. Elle poursuit également l'ambition d'accélérer l'augmentation des capacités dissuasives de notre appareil de défense. Dans cet élan poursuivi par le gouvernement, des efforts considérables ont été menés en vue d'améliorer les conditions socio-économiques des militaires et de leurs dépendants. Il s'agit entre autres de l'indexation du barème de rémunération des militaires sur un salaire minimum interprofessionnel garanti de SMIC, constamment adapté au coût réel de la vie, de la finalisation du projet portant mise en place d'une assurance maladie, d'une assurance invalidité permanente, ainsi que d'une assurance obsèque, du lancement du programme de construction des casernements militaires, de la poursuite des audits et contrôles des ressources humaines, financières et logistiques dans toutes les structures de défense pour une gestion efficiente et efficace. Par ailleurs, la transhumance armée des Mororo dans le Gour et le Bas-Douélé, l'afflux des réfugiés résultant de différentes crises politiques mal gérées dans certains pays voisins, ainsi que la criminalité transnationale et le trafic illicite des minerais sont autant de facteurs d'insécurité à la base des malheurs de nos concitoyens. Toujours dans le volet sécuritaire, la province du Maïnomé connaît depuis le mois d'août 2022, dans le territoire de Kwamou précisément, une insécurité née de divergences basées sur les relevances foncières et qui s'est progressivement muée en conflit intercommunautaire, conflit qui a aujourd'hui tendance à s'étendre malheureusement à d'autres entités de l'espace du Grand Bambou.
La province de la Djoko a enregistré elle aussi des cas de tueries intercommunautaires dont les raisons sont à première vue similaires à celles rencontrées dans le Maï-Ndombe. Comme pour le Maï-Ndombe et la Djoko, il s'observe depuis 5 jours dans le Haut-Lomami, plus précisément dans le territoire de Malé-Bangoulou, une escalade de violence déplorable et très inquiétante, pouvant potentiellement déboucher sur l'éclosion d'un conflit du même type que celui que j'ai déjà précédemment cité. J'en appelle au pouvoir public de mettre tout en œuvre pour favoriser, avec l'urgence la plus absolue, un retour au calme. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés et sénateurs, mes très chers compatriotes, nonobstant les nombreuses initiatives, notamment diplomatiques, engagées et mises en œuvre afin de favoriser un retour de la paix dans les zones en proie à une instabilité, le caractère tristement durable de cette situation, de même que la résilience des forces négatives et des groupes terroristes actifs dans la province de l'Ituri et du Nord Kivu, m'obligeait à recourir aux mesures exceptionnelles consacrées par la Constitution pour y faire face. C'est donc en activant les dispositions pertinentes des articles 85, 144 et 145 de la Constitution que j'ai, par l'ordonnance numéro 21 par 015 du 3 mai 2021, proclamé l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Ce régime d'exception a permis l'amélioration de la situation sécuritaire dans certaines zones des deux provinces concernées, notamment la réduction de la fraude minière et douanière transfrontalière qui alimente les conflits, la réduction des tensions intercommunautaires ainsi que la stabilité de l'administration à travers le rétablissement de l'autorité de l'État. De manière spécifique, il est important que le peuple congolais sache que l'état de siège a permis non seulement de démasquer, mais aussi de démanteler les réseaux criminels et mafieux constitués par les ennemis de la République dans le trafic illicite de nos ressources. Au rang des pourvoyeurs de ces réseaux figurent principalement certains États voisins dont le commerce et l'industrie sont manifestement soutenus par les ressources issues du pillage, bénéficient aussi d'un partenariat de qualité et appartient désormais au réseau d'écoles de guerre francophones. Sa montée en puissance contribue efficacement à la formation d'officiers supérieurs capables d'assumer des fonctions de haut niveau. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, mes très chers compatriotes, notre Constitution fait de notre pays, en son article 1er, un État de droit. Par l'évocation de cette disposition, je réitère mon attachement, comme celui de nombreux concitoyens ici présents et encore vivants, à la protection ainsi qu'à la pleine matérialisation de cet idéal. À ce propos, je saisis cette occasion pour rendre un hommage appuyé à ceux de nos compatriotes qui ont sacrifié leur vie comme martyrs, révélés ou héros dans l'ombre, au nom de cet idéal, je rappelle, l'état de droit. En tant que première pierre du socle sur lequel sont posés les fondements de notre nation, l'état de droit repose lui-même sur un autre pilier tout aussi premier, placé dans la devise de notre pays, à savoir la justice. C'est dire que la meilleure garantie de l'état de droit est la construction d'un appareil judiciaire efficace. Un appareil capable de concrétiser l'idéal de la soumission de tous, sans exception, au droit, suivant le principe de l'égalité. En effet, c'est la justice qui est
élève la nation, dit-on. Fort de ce postulat, dès le début de mon mandat, mon engagement d'améliorer le fonctionnement de l'appareil judiciaire et de veiller à la bonne administration de la justice dans notre pays a été confronté à 3 défis majeurs. Le premier défi était celui des moyens humains insuffisants pour assurer une couverture judiciaire satisfaisante du territoire national au regard des effectifs disponibles. Le second défi était celui lié à l'extrême insuffisance de moyens financiers disponibles au vu de la modicité du budget alloué à l'administration de la justice. Le troisième défi était celui relatif aux moyens matériels quasi inexistants, faute d'infrastructures appropriées pour permettre d'une part à nos magistrats de dire le droit dans les bonnes conditions et d'autre part aux condamnés de purger les peines leur infligées dans un cadre pénitentiaire propice et respectueux des droits humains. À ces 3 défis majeurs précités s'ajoute la crise morale qui n'a pas épargné ce corps voulu élitiste. Face à ces défis, des actions appropriées s'imposaient. Parmi ces actions, il y a lieu de compter en regard des défis susmentionnés le recrutement sur concours de 5 000 nouveaux magistrats civils et militaires, dont le premier groupe, nommé et formé, sera déployé dans quelques jours. L'amélioration des conditions de vie et de travail des magistrats. Le renforcement de la discipline des magistrats par l'opérationnalisation des chambres provinciales et nationales de discipline. Et enfin, les réformes structurelles pour lutter contre l'impunité. L'objectif ultime poursuivi est l'amélioration de la qualité de l'administration de la justice comme service public, ainsi que la restauration de la confiance entre le justicier et le justiciable. Car il ne suffit pas que le droit soit dit, faut-il encore que nous parvenions tous au constat suivant lequel le droit, alors le bon, a été dit. Avec le recrutement réalisé, auquel s'ajoute la réhabilitation des magistrats maladroitement évoqués ou démis. qui ont élu domicile depuis des décennies dans cette partie du territoire national à la faveur de l'insécurité qui y règne. Ainsi, en tenant compte des résultats précités et au regard des conclusions de la table ronde au cours de laquelle une évaluation responsable a été faite, un dispositif transitoire d'assouplissement déjà décidé est en cours d'exécution dans le souci de concilier les impératifs sécuritaires et le respect des libertés publiques de nos concitoyens. C'est ainsi dans ce contexte qu'un cadre de partenariat avec certains pays de la sous-région et partageant les mêmes menaces que nous a été mis en place en vue d'une mutualisation des efforts. Ce partenariat consacre une collaboration dans le domaine du renseignement ainsi que sur le plan des opérations. C'est le cas notamment des opérations conjointes menées par les FARDC et les forces de défense du peuple ougandais, du UDF, contre les terroristes EDF, et de celles associant les FARDC et les forces armées du Burundi dans l'annihilation des rebelles de Red Tabara. S'agissant du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, le PDDRCS en sigle, je félicite les groupes armés qui ont déjà signé les actes d'engagement en réponse à mon appel dans le cadre du processus de Nairobi et leur demande de s'exécuter en se rendant dans les sites de cantonnement.
j'invite les autres qui continuent à tergiverser, à leur emboîter le pas. C'est de cette manière qu'ils pourront contribuer significativement à la pacification et au développement des provinces en proie à l'insécurité. À ce propos, j'ai instruit le gouvernement de disponibiliser les fonds pour le démarrage des segments désarmement et démobilisation à la disposition de la coordination nationale du PDDRCS qui vient d'être redynamisée par la désignation de nouveaux animateurs. Toujours dans le cadre des efforts de pacification, le gouvernement offre sa collaboration à certaines forces internationales présentes sur notre territoire du fait de nos engagements internationaux. Pour certaines, il est question de discuter des mécanismes de leur retrait. C'est le cas de la MONUSCO et de la force régionale de l'East African Community. Tandis que pour d'autres, il s'agit des modalités de leur déploiement. C'est le cas de la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, à travers la mission de la SADC S'agissant particulièrement de la MONUSCO, après plus de 2 décennies de présence sur notre territoire, il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main. De la MONUSCO annoncé depuis 2018 et dont le plan de transition a été adopté en 2021 doit être mis en œuvre. Parallèlement à l'option de retrait des forces internationales présentes, le gouvernement a relancé un processus de raffermissement des relations bilatérales et multilatérales avec un certain nombre de pays et d'organisations dans la sous-région et bien au-delà, pour soutenir les efforts de restructuration de notre appareil de sécurité et de défense. Les partenariats tissés dans ce cadre couvrent notamment les domaines de la diplomatie militaire, de la formation et des opérations sur lesquelles je me suis étalé précédemment. Pour ce qui est de la diplomatie militaire, quasiment muette depuis la fin de la Deuxième République, j'ai décidé de procéder à sa réactivation à travers la création d'une trentaine de postes d'attachés de défense près des missions diplomatiques de notre pays, dont une vingtaine va connaître